Bienvenue tout le monde dans le trio économique qui va être en mode écourté et surf and turf Yes, aujourd'hui yes. parce que Yann joue à la nounou. Apparemment, il héberge pour le sport Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. des c'est des gens, c'est comme une œuvre humanitaire en même temps, vu que c'est des. Non, je ne devrais pas dire ça, c'est pas gentil. J'allais dire, vu que c'est des Français, J'ai tellement c'est vu venir. c'est- c'est comme c'est comme un œuvre humanitaire qui fait. On salue les gens qui nous écoutent d'outre-mer. Écoute, Euh, les j'ai- j'ai- meilleurs Français sont tous hors de France. oui, oui, exact, Il y en exact, a une couple en France, mais la plupart réalisent que c'est un enfer dans lequel il faut s'échapper. exact. Écoute, tu voulais parler aujourd'hui parce que c'est un mot c'est un mot qui est à la mode là, depuis, je dirais, ça a toujours existé, la notion de populisme, là, mais essentiellement depuis la première élection avec Donald Trump, je pense que c'est un mot qui revient Ouais. tout le temps. Là. Étrangement, le populisme n'existe qu'à droite. Ça, c'est très drôle, là, faire des campagnes électorales en promettant aux gens de leur réparer les dents gratuitement, comme le font certains partis de gauche, ou de leur envoyer de l'argent par la malle, ça a l'air que ça, c'est pas du populisme. Jamais on décrit ces mesures-là comme du populisme. Par contre, les gens de droite, eux, c'est des populistes. Puis tu disais, ben, il y a quand même des trucs à dire sur l'économie c'est quoi économiquement, finalement? Comment on peut définir ça un peu plus, là, le populisme en dehors de la simple insulte, là? C'est un peu ça qu'on essaye de. On a déjà parlé un peu dans les derniers podcasts des des régimes autoritaires, des régimes totalitaires, de leur économie, tout ça. Il y a moyen d'en parler sans que ce soit juste pour garrocher des insultes. Là. Populiste, ça peut être une catégorie, c'est pas forcément une insulte, là, de dire ça. C'est. Ouais, mais l'affaire, c'est que je pense on en avait déjà essayé d'en parler, puis on s'était heurté, toi, moi, puis Yann, au fait qu'on avait zéro définition, Mhm. qu'on était capable de s'entendre sur c'était quoi du populisme. Yann avait une définition particulière, moi j'en avais une différente, je me souviens Ouais, je m'en plus. rappelle. Puis on n'avait juste pas été capable d'avoir aucune traction sur cette conversation-là. Parce que, en fait, Parce qu'on c'est. parlait pas de la même chose, finalement. Ouais, mais en fait, c'est parce que le terme est généralement utilisé pour comme insulter des gens, puis tu peux le trouver des deux bords du spectre politique si on est assez Mm. innocent pour rester dans un deux dimensions, là, mais en fait, même pas une deux dimensions dans ce cas-ci, c'est une ligne pour la plupart des gens. C'est-à-dire comme il y a gauche puis il y a droite, puis tu te déplaces Ouais. le long d'une ligne. Comme il n'y a pas plus de dimensions que ça à Mhm. l'univers. L'univers est une ligne. Oui. Euh, bien sûr, on le sait tous, il n'y a rien de plus complexe que ça dans l'univers, mais que c'est généralement en fait purement péjoratif et j'ai pas été capable de trouver une définition qui, honnêtement, je trouvais satisfaisante de c'est quoi du populisme. Mhm. Le seul dénominateur commun, c'est une opposition euh, euh, qui est. Puis là, c'est pour ça décrit, parce que tu peux avoir du populisme de gauche, tu peux avoir du populisme de droite. Tout le monde semble être d'accord sur ça. Si on exclut les partisans et les militants, il y a un militantisme, il y a un populiste de Mhm. gauche, il y a un populiste de droite. Par contre, après, qu'est-ce qu'il y en ait un ou l'autre? Le seul dénominateur commun que j'ai pu trouver, c'est un, un certain critique systématique des institutions. Donc, en général, un populiste va détester le cadre institutionnel actuel. Pas juste dire j'aime pas cette loi-là, c'est la Cinquième République, c'est de la merde, le Canada au complet, les institutions britanniques, ils vont demander de tout changer dramatiquement. Et ils vont voir même, ils vont essayer d'impliquer l'illégitimité des institutions en place. C'est le seul dénominateur commun que j'ai trouvé à travers toutes les définitions. Le reste, ça a souvent l'air d'être jugé dans le résultat. Donc, du populisme, c'est vu comme étant du populisme si ça produit le résultat d'une dérive vers une forme de déclin démocratique. Okay? C'est Ouais. surtout comme ça que c'est défini. Puis, je ne suis pas bien fan de ça. Okay? J'ai de la difficulté avec cette définition-là. Puis, je ne peux pas aller plus loin que la définition sur ça. Par contre, quand tu regardes
mettons qu'on nommait toute cette conversation-là, on regarde la littérature sur qu'est-ce qu'elle a réussi à trouver sur les types de conséquences du populisme, de ceux qui sont jugés post-facto populistes. J'aime pas beaucoup ça que ce soit post-facto, mais quand même, en général, ce qu'on trouve, c'est qu'ils dégradent la qualité des institutions, ils réduisent la liberté économique, et tant le populisme de droite que le populisme de gauche est associé à des détériorations de la performance économique. Ça, c'est pas mal le consensus. Mais moi, je trouve qu'il y a comme souvent un peu un éléphant dans la pièce, en fait, quelque chose qui est non dit dans l'histoire du populisme, c'est que moi, je perçois comme populiste toutes ces espèces de pas de coalition, là, mais ces partis disant à n'être ni de gauche ni de droite. Nous, on est pragmatique, on est centriste. Et en réalité, ce qu'ils font, c'est essentiellement du clientélisme électoral en bouffant à tous les côtés. Il n'y a pas de ligne. Parce que, tu sais, on peut dire qu'un parti politique qui va être, par exemple, très à droite, là, on peut le qualifier de populisme, mais en même temps, ce n'est pas un populisme très, très stratégique, là, parce que tu t'adresses à une portion relativement restreinte de l'électorat. Mais le populisme un peu plus, comment je dirais ça, un peu plus ratoureux, lui, il va se situer au centre, il va créer une plateforme électorale où tu vas regarder ça et tu vas dire, ben, en fait, n'importe qui pourrait regarder ça puis trouver 3-4 idées de bonnes Une sorte de buffet chinois des programmes politiques. Exactement, un fond. Puis moi, à ce compte-là, je prendrais plus comme exemple un parti au Québec, comme c'est ce qui nous concerne. Je regarde un parti comme la CAQ. Pour moi, c'est un exemple de ce qu'on appelle. Je ne dis pas qu'il nuise puis que ça amène à un effritement de la démocratie. C'est pas ça que je dis, là, mais je dis que d'un point de vue politique, c'est un parti, en fait, que si tu te fermes les yeux, tu enlèves le nom, tu enlèves tout, tu regardes le programme qui a été mis de l'avant aux dernières élections, puis tu te dis, ben écoute, si je prends ces 3-4 points-là, je vais convaincre quelqu'un de gauche avec. Si je prends celui-là, celui-là, puis celui-là, je vais convaincre quelqu'un de droite. Et c'est comme ça que ces partis-là réussissent à se bâtir des majorités en n'ayant pas vraiment de cohérence idéologique autre que toi, je te donne 500$, toi, je vais te donner tel programme. Tu sais, il y a un populisme de... Il y a beaucoup de gens qui appellent ça l'extrême centre, là, finalement. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, là. Je trouve que ça veut rien dire. Là. Mais il y a un genre de populisme pragmatique. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, le problème avec ça, c'est que ça s'applique. Mais en même temps, c'est plus un rule of thumb, une règle heuristique que c'est une définition utile. Parce que, mettons que 60% des temps, ça va définir quelque chose conformément. Mais en même temps, c'est ni gauche ni droite. Emmanuel Macron, je pense pas qu'on peut dire que c'est un populiste. Right? Ça serait dur de sérieusement dire que Macron est un président hyper populiste. Peut-être un petit peu de dose de populisme ici et là, mais je pense pas qu'on peut lui donner cette étiquette-là. Mais lui-même dit ni gauche ni droite. Donc, c'est dur de dire que ça a un certain pouvoir de prédiction, ce que tu as dit, mais on va faire des fausses classifications des fois, puis des fois, on va en manquer une couple. On va en manquer une couple qui sont vraiment plus d'un côté, avec un discours pas mal plus cohérent de l'autre. Je pense qu'on pourrait dire que le Front National, le Ralliement national, c'est toi qui dis Ralliement national, c'est Rassemblement national. C'est Yann qui m'a mis ça dans la tête. C'est ta faute. C'est parce que quand tu lis des articles en anglais, ils disent National Rally. Fait que quand tu traduis dans ta tête, parce que tu es en train de lire un article en anglais, tu fais comme, OK, ralliement, mais c'est rassemblement. C'est le rassemblement. Ouais. Mais eux, je les définirais clairement de populistes. Je n'ai pas de problème à dire qu'il y a une grosse dose de populisme. Mais mettons qu'on dit... Ce serait le cas aussi de NFP, Front populaire. Qui moi, je considère Jean-Luc Mélenchon comme... Qui est très clairement du populisme de gauche. Oui, ben en fait, je te dirais que l'autre dénominateur commun, puis je n'ai pas vu beaucoup de monde en parler, à part des penseurs libéraux, c'est que tous les grands populistes vont avoir un bouc émissaire. Le riche, l'immigrant, le gars de couleur. Il va avoir un groupe qui est comme le vilain et qui est celui qui crée une détérioration de la nation. Ça, c'est un dénominateur commun, mais j'ai juste vu des penseurs libéraux mettre ça de l'avant dans leurs arguments, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas... Je pense que c'est un bon point, mais je pense pas que c'est celui qui est le dénominateur commun. Ouais. Mais Jean-Luc Mélenchon a son
son bouc émissaire. Gabriel Nadeau-Dubois, là, je pense que de dire cette définition-là, je serais confortable de dire qu'ils le sont. Je pense que tous les politiciens ont, en fait, si tu creuses un peu leur discours, une forme de bouc émissaire. Parce qu'en réalité, Macron, c'était qui son bouc émissaire? C'était la menace fasciste, la menace de l'extrême gauche. Dans le discours, si tu regardes, par exemple, les républicains aux États-Unis vont dire ça, les démocrates vont dire ça aussi. Ben, si vous ne nous élisez pas, ça va être la fin de la démocratie. Pas mal dans la logique du bouc émissaire. C'est pas l'adversaire qui est le bouc émissaire. C'est pas que tu dis l'autre va détruire la République ou quelque chose comme ça. L'adversaire, c'est une personne qui est autre au jeu politique. Donc, c'est genre l'immigrant, le capitaliste. Le juif, etc. Un visage, ouais, le juif. C'est un visage, c'est comme un faceless persona, comme on dit en anglais. C'est quelqu'un que tu peux, qui est juste génériquement décrit et sur lequel tu n'as pas une personne en particulier en tête. Si je dis les démocrates, ben, on pense à Joe Biden, Cop Harris, on pense à, si on dit les républicains, on pense à Donald Trump, on pense à Ron DeSantis. On a des faces qui nous viennent en tête. Ouais, je comprends. Mais tu dis le méchant capitaliste, les riches. Le 1%. Le 1%, c'est un groupe assez générique que c'est comme un fill the blanks de qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce visage-là, mais il n'est pas une personne spécifique. C'est la petite nuance que je pense, qu'ils ne l'ont pas dit dans les penseurs que je consultais, mais que je pense que c'est une nuance importante à faire. Mais une fois que ça c'est dit, l'affaire, c'est que si tu es une démocratie libérale, tu vas résister très bien. Fait qu'il y a comme un article par un gars qui s'appelle Martin Roddy qui regarde qu'est-ce qui arrive à la qualité des institutions si un populiste arrive au pouvoir puis utilise différentes définitions qui ont été faites par différentes bases de données. Fait qu'il essaye de voir, je vais utiliser les critères des autres puis je vais juste regarder la question. Ceux qui définissent comme populistes, est-ce qu'après qu'ils arrivent, est-ce qu'il y a une différence sur les institutions? La réponse, c'est qu'en moyenne, oui, les institutions se détériorent, surtout la liberté économique. Donc, les droits de propriété sont généralement violés, la réglementation, tu as beaucoup de protectionnisme qui vient avec le populisme. Donc, en général, il y a un déclin. Sauf dans les démocraties libérales les plus libres, avec les plus grosses checks and balances, avec les plus grands nombres de garde-fous. J'ai cherché le nom que tu m'as donné, puis je suis tombé là-dessus. C'est pas le bon article, mais ça a l'air de parler de la même chose. Ça a l'air d'être pas mal dans le même registre. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, mais je vais envoyer le lien pour les auditeurs. Mais en gros, si tu es une économie très libérale, une démocratie libérale, tu as plus de chances de comme être capable de juste passer sur un moment populiste, puis de le tenir, de faire en sorte que les gens élisent un populiste. Il y a une ventilation des émotions sur la place publique. C'est ça, The Wild Bunch par Martin Roddy puis Giulio Rovelta. Et une fois que les gens se sont calmés un peu, on revient. Il y a des mini-réformes qui sont faites, mais c'est des réformes beaucoup plus réfléchies. Il y a des ajustements qui sont faits. Puis finalement, tu regardes la qualité des institutions. Il n'y a pas l'air d'avoir de différence dans les démocraties libérales. Par contre, si tu es une démocratie un peu faible, ou que tes institutions sont plus chancelantes, plus centralisées, moins de check and balance. Ici, je ciblerais particulièrement la France, par exemple. Là, les dérives populistes ont des coûts sociaux, des coûts politiques assez graves et éventuellement des coûts assez graves sur la liberté, sur le niveau de vie des gens. Je regarde un peu la définition que certains donnent du populisme. Tu vois, je vais prendre quelque chose qui est plus loin de ce que nous, on cite habituellement. L'Université de Sherbrooke. Donc, ils ont un truc qui s'appelle Perspective Monde et ils disent dedans, donc le populisme, un mouvement politique qui fait la promotion du peuple, imaginaire ou réel, majoritaire ou identitaire, en développant un discours fondé sur une triple méfiance. Donc, à l'endroit de certaines élites, partis, députés, fonctionnaires. Ça commence à être large un peu. C'est ça. L'affaire, c'est qu'ils essayent des fois de comme dire, là, dans leur tête, je sais à qui ils pensent. Ils pensent à Donald Trump. Ouais, mais tu sais, je veux dire, en même temps, mettons quelqu'un qui dit que l'État est rendu obèse, puis on a un corps de fonctionnaire qui ne fait pas grand-chose, rentre là-dedans. Là. Oui, bien c'est ça. Dans leur cas, à eux, Margaret Thatcher, puis Jacques Chirac,
Parce que Jacques Chirac, on n'oubliera pas que dans les années 80, il a eu une drôle d'épiphanie libérale qu'il a par la suite oubliée, aurait été des populistes selon cette définition-là. C'est ça. Donc, méfiance à l'endroit d'un prétendu système caché, entre parenthèses, complot qui trahirait les idéaux fondamentaux du peuple. Et 3, à l'endroit d'entités ou de mouvances internationales, entreprises, organisations, migration. Donc, c'est vrai que tu vois ça assez typiquement, par exemple, sur ce point-là. Le troisième point, peut-être le plus convaincant, là, je dirais que c'est vrai qu'en général, dans les mouvances populistes, tu vas avoir un discours qui est très, mettons, anti-OTAN, anti-ONU, tout Ouais. ce qui est organisme. On a le droit d'être contre ça, c'est pas ça le point, là, mais c'est vrai qu'on retrouve ça souvent là-dedans. Bon, il y a un peu, je trouve qu'il y a un peu un jugement moral qui est en arrière de ça, dans le sens que c'est comme si on disait implicitement que ces choses-là sont bonnes, là, ou que, tu sais, dans le fond, il n'y avait pas de raison de se méfier des élus ou des médias ou de. Je pense qu'il y a peut-être une dose de ça qui est totalement raisonnable. Par contre, peut-être l'aspect là-dedans qu'il y a une espèce de complot caché et peut-être effectivement à décrier, là, parce que ça peut. Ouais. En fait, tout ce qui est. Tout ce qui est exagéré, à un moment donné, devient dérisoire. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un appareil étatique qui met du sable dans l'engrenage, qui empêche certaines affaires? On pense tout ce qu'on parlait, le zonage, les permis dans les villes. C'est sûr que ça existe. Là. Tout le monde le voit. Je veux dire que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent, là, comme disait un certain Jésus-Christ. Mais c'est un peu ça. Mais c'est sûr que si ça devient en espèce de délire paranoïaque, que ces gens-là sont des pédos satanistes ou je sais pas quoi, là, on tombe effectivement dans un. Je pense que, en fait, c'est la question là-dedans, c'est est-ce qu'il existe vraiment une différence de nature entre populiste et non populiste ou une différence de degré? Ouais, Moi, j'aurais tendance à penser que on est comme sur un spectre, puis à un moment donné, on considère que ouais, là, c'est peut-être rendu trop loin, mais tout politicien a en dedans de lui une certaine part d'élitisme, veut penser qu'il s'adresse à une certaine partie de la population qui est comme un inner circle ou des gens plus élevés, mais en même temps, une dose de populisme aussi, c'est à savoir finalement, c'est où tu te situes dans tout ça. Là. Écoute, j'aime comment tu le dis parce que ça c'est pas souvent dit. Ça, là, c'est une autre affaire. Puis je ne l'aurais pas dit comme ça avant que tu le dises, mais tu as comme clarifié quelque chose dans ma tête en me disant comme ça. Tous les politiciens veulent se faire élire et ils vont répondre, ils vont offrir du populisme s'ils pensent que ça paye. Dans ce cas-ci, il faut considérer qu'ils sont tous des créatures rationnelles. Il va toujours avoir un politicien qui va vouloir en faire plus. La question, c'est est-ce que les conditions du marché politique, pour sursimplifier, l'encouragent à produire ce type de politique-là ou d'augmenter le degré de populisme, si tu veux? Ben là, oui, il va le faire. Mais ce n'est pas la même chose que de dire je vais reformuler la dernière phrase que je voulais dire. C'est plus que c'est dur de savoir quand est-ce que tu es dans la boîte populiste puis tu n'es plus dans la boîte populiste. La ligne de démarcation avec trop et on n'est pas capable de l'identifier. J'ai de la difficulté avec le concept. Puis je pense que généralement, peut-être un rule of thumb pour les auditeurs, là, une fois sur deux, je pense, quand c'est utilisé, c'est voulu de manière péjorative. Mm-hmm. C'est voulu comme c'est vu pour terminer la conversation et décrédibiliser quelqu'un, alors que on pourrait dire que des fois, François Legault a des élans de populisme, puis je ne pense pas que c'est une insulte qu'on lui veut. Je pense qu'on est en train de faire un descriptif de certaines tendances qu'il a des fois. Ça ne veut pas dire qu'on ignore la discussion à propos de ce qu'il propose en disant la conversation est finie, il est populiste. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je te dirais que j'ai un malaise avec le terme. Parce que, tu sais, la quantité de politiciens qui vont faire ce que Philippe Couillard nous avait confié quand on l'avait eu en entrevue. Je ne vois pas de cela, mon monsieur. Ouais, c'est ça, de gens qui... Bref, c'est pas comme ça qu'il le dit, puis c'est peut-être pas comme ça que ça s'est... C'est tellement aimé cette expression-là, en passant. Oui, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, mais ce qu'on comprenait entre les lignes, c'est que quand le Parti québécois est arrivé avec l'histoire de la Charte des valeurs,
On lui a dit, vous savez, monsieur le premier ministre, c'est très populaire. Il faudrait probablement arriver avec une proposition semi-semblable ou à notre sauce, évidemment, pour compétitionner électoralement avec cette idée-là et lui de répondre à ce moment-là, moi, je ne bois pas de ce lait-là. Donc, pour une raison de principe ou de valeur fondamentale, aller à l'encontre d'une idée auquel tu ne crois pas, mais auquel toutes les incitations te pousseraient à aller parce que tu disais, ben écoutez, c'est populaire, c'est visiblement ce que les gens ont l'air de vouloir, donc je vais le faire contre ma propre volonté en faisant semblant que c'est ce à quoi je crois. Lui, il a décidé de ne pas aller là. La quantité de politiciens qui font cette démarche-là, à mon avis, ça se compte. Je ne dirais pas que ça se compte sur les doigts d'une main, mais mettons, pour une place comme le Québec, à mon avis, on n'est pas loin de ça. Là. Je te dirais que je ne veux pas enlever le crédit à M. Couillard, mais il faut quand même se souvenir aussi que les politiciens sont des producteurs de populisme, puis il y en a qui sont des meilleurs producteurs que d'autres. Si tu es comme moi, un professeur d'université qui a étudié dans plusieurs pays, puis qui a des habitudes de vie qui sont très élitistes, de l'aveu du commun des mortels. On l'a dit ouvertement dans un des premiers épisodes, je suis un élitiste. Ben, c'est pas très crédible si j'essaye de jouer la game populiste. Je peux pas gagner contre un François Legault. Hey, ton fromage en crotte ou squick squick? Je peux pas gagner contre ça. Puis je pense que M. Couillard, neurophysicien, avait sauté comme 8 diplômes, 8 années scolaires au primaire puis au secondaire. Puis, médecin, je me souviens plus exactement toutes les affaires, mais c'est un être humain qui est quand même exceptionnellement unique. Peut pas vraiment la jouer la game populiste non plus. Je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent juste pas le faire comme politiciens à cause ils sont pas meilleurs que ça. Par contre, genre Gabriel Nadeau-Dubois, je suis surpris qu'il soit capable de le faire. Je pense qu'il est capable de jouer le jeu du populisme mieux que d'autres personnes. Ben, il y a des gens c'est des trucs que j'ai entendus à plusieurs reprises de gens qui supposément l'ont côtoyé. Semble-t-il qu'il en fait, dans sa vie privée, il est beaucoup moins à gauche que ce qu'il présente comme personnalité publique. Après ça, tu sais, des politiciens qui sont comme ça, il y en a plus d'un. C'est drôle ce matin, ça, c'est une considération un peu temporelle, là, mais je lisais un article du Reason Magazine qui parlait de... excellente revue, Free Mind and Free Market, qui parlait de parce que eux, contrairement aux gens dans les médias qui parlent de politique américaine, eux comparent les programmes. C'est quand on dit « Ah, il n'y a pas d'idée, l'autre ment, l'autre a fait ci ». C'est quand même intéressant d'aller voir ce que les gens proposent. Puis ils parlaient, ce matin, le dossier, c'était sur le logement. Donc, qu'est-ce que Biden, qu'est-ce que l'équipe démocrate et les républicains proposaient? Il est tellement vu venir. Proposait en termes de logement. Et d'un bord comme de l'autre, c'est pour ça que je te disais qu'il y a du populisme, dans des degrés de populisme dans toutes les formations politiques. Tu vois que cette position-là, par exemple, depuis 2020, elle a changé. Et elle a changé pas parce qu'on a découvert l'aura du Saint-Esprit, parce que des gens proches du parti sont venus dire, ben vous savez, ce serait plus payant dans tel endroit de proposer ça. Ici, il y a des gens qui sont contre telle affaire si on veut avoir leur vote. Parce que c'est ça la réalité, c'est que le politicien, par défaut, s'il ne fait que ce que lui pense être bien, en fait, il ne sera jamais élu et il ne fera jamais rien. Donc, sa position, puis là, il disait, par exemple, là, Biden, en 2020, quand ils se sont présentés, ben, dans sa plateforme, il y avait quand même des trucs intéressants là, sur le point de vue du logement, là, de déréglementation qui a complètement été enlevé par la suite. Ils ont fait un genre de 180 degrés là-dessus. Il y a eu un peu la même chose pour Trump qui voulait vendre des terres, en fait, des terrains qui appartiennent au gouvernement américain. Il voulait les laisser à des promoteurs pour que, dans le fond, ils puissent construire du logement dessus. Finalement, il est un peu revenu sur cette affaire-là sur conseil de quelqu'un qui est en train d'écrire finalement le programme sur cette question-là. Fait qu'au final, tu regardes ça et tu te dis, est-ce que toutes les décisions qui sont prises en fonction des principes généraux
où finalement les positions peuvent être ils peuvent flip-flopper plusieurs fois en fonction des sondages, en fonction de de quel vote je pourrais aller m'emparer, qui va m'élire. Au Canada, on a eu un bon exemple de ça avec la question de la gestion de l'offre à l'époque où Bernier s'était présenté contre Andrew Scheer. Il y en a un qui était sur une position de principe, et il y en a d'autres, en gros, qui disaient ben là, tu pourrais pas parler d'une autre affaire, là, c'est parce qu'on est très fort dans la ruralité, puis avec les régions agricoles. Ça aussi, c'est du populisme. Oui. Mais tu sais, la manière dont que j'interprète la littérature là-dessus, c'est quand est-ce que tu vas avoir un ou l'autre. Je pourrais te dire qu'il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que les démocraties libérales ont aussi non seulement résistent mieux au populisme, mais au dommage du populisme, excuse-moi, mais elles sont aussi moins susceptibles d'en avoir pour commencer. Et là, ça invoque la possibilité de ce qu'on appelle en économie là, des équilibres multiples. C'est-à-dire que si tu es à un point, mettons que tu es une démocratie libérale très, très libre, tu vas avoir peu de populistes. Et si jamais par accident ou par circonstance, il y en a un qui arrive au pouvoir, il ne va pas faire de dommages. Et tu n'as rien entre ça et tu as un régime centralisé ou institutionnellement plus faible qui va avoir beaucoup plus de populisme. Et quand l'impopulisme arrive, tu te retrouves dans un cycle vicieux où tu vas empirer les institutions, tu vas avoir plus de populisme, les institutions vont se détériorer davantage et tu vas avoir une nouvelle vague de populisme. Il y a cette espèce de mécanique où est-ce que tu as deux équilibres. Fait que soit tu es dans un spot très confortable où tu en as très peu, puis il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de détérioration, tu es juste dans le bon spot. L'autre, c'est un cercle vicieux dans lequel, une fois que tu as passé un certain point, tu peux juste te détériorer. C'est peut-être ça qui est important de comprendre avec le populisme, parce que, puis tu peux le voir, en Europe, le pays qui est le plus économiquement libre, c'est l'Allemagne. Et comme tous les partis qui sont d'extrême droite, OK, quote unquote, là, les partis les plus à droite sur l'échiquier ont pris beaucoup plus de temps à prendre racine en Allemagne après 1945 qu'en France ou en Autriche ou aux Pays-Bas. Puis tu le vois, ils sont plus capables de résister. Ils ont résisté à des chocs beaucoup plus gros. Il faut se rappeler que tu as eu la réunification des deux Allemagnes où tu avais deux peuples qui étaient massivement différents culturellement à cause de 40 ans de communisme. Et ils ont réussi à s'ajuster l'un à l'autre assez bien. Donc, tu vois que tu as ces deux spots-là, c'est que soit tu es une démocratie libérale et tu résistes très bien au populisme et que tu en as très peu pour commencer, ou bien tu es dans l'autre boîte, puis là, c'est de la merde. Quand est-ce que tu passes de un à l'autre, c'est dur à savoir. Mais si tu passes de un à l'autre, all hell breaks loose. Ben, il y a un peu de poule au l'œuf là-dedans aussi, ce qu'on disait l'autre fois dans le dernier podcast, c'est-à-dire que est-ce que c'est parce que les institutions ou le cadre de la démocratie libérale fait en sorte que c'est plus dur de s'imposer comme populisme ou que la mayonnaise colle, ou c'est simplement que justement, dans une société libre, tu ne crées pas les conditions qui vont permettre l'émergence de ces mouvements-là, parce que justement, on ne se le cachera pas, pourquoi pourquoi les mouvements la France est un bon exemple de ça. Pourquoi tu as des mouvements populistes autant vers la droite que vers la gauche qui émergent? C'est parce que c'est une société sclérosée qui manque de liberté économique, où les gens ont qui manque de dynamisme, où les gens ont l'impression qu'ils ne savent pas trop toujours pourquoi et sur qui mettre la faute, mais ils ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Et quand tout le monde a l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, que tu n'as pas de chance dans la vie, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a jamais rien qui change, ben tu es bien plus susceptible d'aller voir du côté de ceux qui te disent non, quand ça va être moi, tu vas voir, ça va changer, les têtes vont revoler, puis on va le changer le système. Si tu es dans une société libre qui fonctionne relativement bien, ben pourquoi tu irais expérimenter des choses sur lesquelles tu ne serais pas allé naturellement si ça va bien? Si ça va mieux, bien étant relatif, là, mais si ça va mieux qu'ailleurs. Alors que si tu es en Argentine, qui a 140 d'inflation, que tu n'as plus rien à perdre, puis que tout ce qui te reste, c'est un matelas coquille, je veux dire, peut-être que quand il y a un gars qui a une scie mécanique, tu vas moins hésiter à voter pour lui en disant, ben écoute,
pour vrai, j'ai plus rien à perdre. C'est soit on devient comme le Venezuela ou c'est ce gars-là. Fait qu'on va l'essayer. C'est sûr que Javier Milei cause un petit peu un problème à ce que je t'avais de dire parce que ça contredit un peu la théorie que je mets de l'avant. Quand tu as les équilibres multiples que je te décris, genre tu es soit là ou soit là, puis il n'y a rien entre les deux. Fait que tu as juste deux choix, mettons. Tu as juste deux boîtes, mettons. C'est super dur de se sortir de ça via le système. Il faut qu'il y ait quelque chose qui choque le système de l'extérieur. L'exemple classique qui est donné, c'est l'Allemagne et le Japon avant la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux sociétés-là étaient excessivement sclérosées. Elles avaient des grands conflits d'intérêts, des grandes batailles de groupes d'intérêts, excuse-moi, et c'était des sociétés sclérosées, et particulièrement en Allemagne, pour des raisons que, à moins d'être un illettré historique absolument complet, donc probablement quelqu'un qui travaille à Radio-Canada, on n'oubliera pas qu'il y avait un populisme en Allemagne, les nazis, mais aussi le Stahlhelm, la Ligue des vétérans. C'est ce graphique-là que tu voulais montrer. Hein, oui, bien ça, c'est les résultats. Je vais en parler un peu après. Tu peux le laisser en background, là, mais tu avais en Allemagne un populisme dans la période avant la guerre. La guerre arrive, destruction massive, et tu as une sorte de blank slate complet où tous les groupes d'intérêt qui existaient en Allemagne, c'était les grands landed elites, les Junkers, et s'en retrouvent complètement éviscérés de la société. Les grands groupes d'intérêt sont démolis. Et donc, tu n'as plus de résistance à un gros changement institutionnel. C'est parce que tu as un blank slate, et le miracle économique allemand de la post-guerre, c'est parce que tu as eu ce blank slate-là. Mais tu remarqueras que la guerre, ce n'était pas comme quelque chose que les partis politiques ont comme prévu pour faire des réformes. En fait, le but de la guerre, quand ils l'ont commencé, c'était justement de faire des choses qui faisaient déjà en Allemagne, mais de le faire dans d'autres pays. Je sursimplifie, mais le résultat d'une destruction massive et d'une éviscération des élites en place, ce n'était pas l'objectif, mais ça a causé un choc au système. La même chose s'est produite au Japon avec, ma connaissance du Japon est un peu moins bonne sur les groupes d'intérêt, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des petits débats sur ce cas-ci. Mais dans le cas, c'est que là, tu as un choc exogène tellement fort. C'est dur de voir comment, dans des sociétés comme la France, ça serait quoi qui les sortirait du système de l'extérieur, et je vois encore moins comment tu pourrais le changer de l'intérieur. Donc, c'est ça qui est dur avec, comment, si tu te retrouves avec du populisme, comment tu fais pour t'en sortir? Je te dirais ou le populisme peut prospérer, comment tu fais pour t'en sortir? Je ne le sais pas. Mais c'est pas d'écouter les risques, par contre. Non, c'est ça. Bon, fait que je vais mettre le graphique en plein écran, si tu veux. Ça, je voulais expliquer ce que c'est. Là. Je peux peut-être agrandir sur chacun d'entre eux. Là. Fais juste mettre les trois duos en visible, si tu veux, pour les gens qui sont à l'écrit, qui sont au visuel. Le graphique que Frank montre, c'est, en gros, prend tous les cas d'arrivée au pouvoir de populistes et centre à l'année d'arrivée au pouvoir l'évolution du PIB par personne. Et là, ce qu'on fait, c'est, OK, étant donné tous les autres pays qui sont similaires, mais qui n'ont pas eu une victoire d'un parti jugé populiste, qu'est-ce qui se serait passé si le pays était resté comme les autres pays qui n'ont pas eu le populisme? Puis ça, comme ça qu'on sait, mettons, par exemple, c'est quoi qui serait arrivé au Venezuela sans l'élection de Chavez? Exactement. Qu'est-ce qui se serait passé sans l'arrivée au pouvoir de Donald Trump? Choisis qui tu veux comme populiste. Laisse ce que ton cœur veut te donner. Et ici, ce qu'ils font, c'est que tu as la ligne, pour ceux qui voient, c'est imaginez-vous une ligne qui va de moins 15 jusqu'à 15, pour ceux qui sont à l'audio. Et à 0, c'est l'année d'arrivée au pouvoir du populiste. Et là, ce que tu fais, c'est que tu fais une prévision dans les 15 années avant l'arrivée au pouvoir. Et après, tu dis, OK, basé sur ceux qui n'ont pas eu des populistes au pouvoir, quelle aurait été la croissance économique sans les populistes? Puis là, tu as une ligne pointillée qui apparaît. Et tu as une autre ligne qui est la ligne solide, qui n'a pas de pointillé, qui est qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La différence entre les deux, c'est l'effet causal du populisme sur le revenu par personne. Et ce que tu vois, c'est que pour tous les types de populistes, il y a une sous-performance économique.
Et les auteurs, ce qui était honnête dans cet article-là que je montre à la fin, c'est qu'après le graphique pour tous les gouvernements populistes, ça, il les divise selon est-ce qu'ils sont de droite et est-ce qu'ils sont de gauche. Bon, il y a une sursimplification ici, mais mais on à un moment comprend. donné, tu ne peux pas présenter 50 000. À un moment donné, il faut que tu le publies ton article. Il faut que tu sois capable de résumer quelque chose simplement. Puis il dit, ben, au minimum, il y a l'air d'avoir que peut-être les populistes de gauche causent plus de dommages que les populistes de droite, mais la différence est vraiment infime. On parle de peut-être 1 ou 2 points de pourcentage de différence. Puis en fait, j'ai cherché dans l'article avant, est-ce que la différence est statistiquement significative? Je n'ai pas trouvé dans l'article s'il a essayé de faire un test pour ça, mais en gros, il n'y a pas l'air d'avoir de différence de nature entre les types de populisme de gauche et de droite. Il y a l'air d'avoir un effet négatif selon tous les types. On dirait, en tout cas, à brûle pour point, là, quand tu regardes le graphique, on dirait que l'effet est plus négatif au début pour les régimes de gauche et ça prend un peu plus de temps pour les régimes populistes de droite avant que ça se voit. Là. Si tu regardes, là, ça ne se voit pas super bien, mais tu vois-tu qu'il y a un petit ton de gris dans le graphique? Sur la ligne pointillée, c'est l'intervalle de confiance autour de ça. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas certain. L'intervalle de confiance, donc à quel point on est confortable avec la prédiction de qu'est-ce que ça aurait l'air pour les pays qui n'ont pas eu un populiste de gauche, ben, l'intervalle de confiance est un peu plus grand que celui des populistes de droite. Donc, c'est pour ça qu'il y a une incertitude entre les deux. On est plus confortable avec les prédictions sur les populistes de droite. La raison est fort simple, c'est que la taille d'échantillon est plus grande. On a plus d'observations, donc on a des estimateurs qui sont plus efficaces, si tu veux. Et donc, c'est ce qui rentre là-dedans des régimes. Sont mauvais. Mais ce qui rentre là-dedans des régimes carrément communistes. Là. Parce que là, eux, l'effet serait probablement beaucoup plus négatif que ça. Là. Écoute, je regarde. Écoute, tu vois, ils disent que dans leur article, je n'ai pas regardé pour des populistes, mais juste, j'ai fait CTRL-F communiste. Some communist rulers blended in populist rhetoric. Donc, par exemple, il a l'air d'inclure Salvatore Allende, il inclut Mao et il inclut Lénine. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de problème à inclure des communismes. En fait, c'est sûr que le communisme a quand même fonctionné. En tout cas, il a quand même fonctionné dans des endroits où les pays autour avaient déjà des problèmes aussi, là, dans le sens que c'est sûr que si on pouvait avoir le même échantillon et dire OK, qu'est-ce qui s'est passé en Italie après l'élection d'un gouvernement littéralement communiste, peut-être qu'on aurait des résultats. Ça revient aux deux boîtes qu'on parlait. Une fois que tu es rendu, quand tu es rendu à avoir des communistes au pouvoir, ou que tu es rendu à avoir Philippe Pétain au pouvoir, you've passed the point of no return. À ce point-là, en fait, je ne sais pas si on a déjà parlé de Pinochet ici, mais à un moment donné, quand Pinochet est arrivé au pouvoir au Chili, Jean-François Revel, le philosophe français, avait dit quand Pinochet est venu pour tuer la démocratie chilienne, elle était déjà morte. Puis c'est à peu près la même chose quand tu arrives avec quand tu réussis à avoir des leaders populistes avec des idéologies aussi extrêmes que le communisme. Donc, imaginons Georges Marchais qui arrive au pouvoir en France, qui est un communiste, ou voyons, Allende au Chili, ou sinon dans des pays comme j'essaie de penser à un populiste extrême de droite, là, vraiment, que tout le monde serait d'accord, mais à l'autre bord de l'échiquier, quand tu es rendu à avoir aussi extrême, puis un exemple de droite m'échappe ici, de aussi extrême pour moi que mettons qu'au Québec, le pouvoir avait été pris genre par Adrien Arcand dans les années. Parfait, allons-y avec ça. Si mettons Adrien Arcand arrive au pouvoir, si tu es rendu à avoir un extrémiste aussi extrême que ça, tout est déjà fini. Là, on est juste en train de s'ostiner sur un cadavre. On est en train de faire la job d'un coroner. On n'est pas en train d'essayer de. Il n'y a rien qui va être tué. Là. Le cadavre est déjà là, sur la table. Non, c'est ça. C'est que. Effectivement. Comment. Tu vois les effets sur le long terme, mais en même temps, tu te dis, mais il était déjà sur une très mauvaise lancée pour se rendre là. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, dans les dernières années, j'en ai parlé souvent, là, mais
une lecture que j'avais trouvée là, qui m'avait que j'avais trouvé que c'était une prise, en tout cas une réflexion intéressante là-dessus. C'est un petit peu après son départ du pouvoir, là, Stephen Harper avait publié un livre sur le populisme où il disait, il racontait que lui et d'autres personnes de son entourage regardaient ça monter dans plusieurs pays, puis il disait si les gens qui sont dans la famille là, de la démocratie libérale, là, des gens qui ne veulent pas transformer nos États en dictature ou qui ne veulent pas avoir des régimes autoritaires, qui tiennent aux libertés civiques, ce genre de choses-là, si on ne trouve pas le moyen de prendre en considération des problématiques qui ont été occultées par plein de gens et laissées pour le compte finalement de gens qui peuvent être plus extrémistes, on va se ramasser avec ces gens-là et à un moment donné, il n'y aura plus rien à faire. Donc, euh, mieux vaut adresser les questions puis les problèmes que les gens se posent plutôt que de les ignorer en disant ah, ben là, vous, là, le peuple, là, vous êtes fachos, on, c'est un peu ça, c'est ce que tu observes dans un pays comme la France, c'est quand même assez intéressant pour ça. Tu te dis, bon, ça fait des années et des années qu'il y a des sondages d'opinion qui montrent que les Français pensent X, Y chose de la fiscalité, de la manière dont la société est organisée, de l'immigration illégale ou whatever la question. Et ce ne sont jamais des sujets qui sont réellement adressés par le politique. Parce que aussitôt que tu t'en parles, ça, c'était. Il y avait un ministre sous Sarkozy qui parlait de ça à un moment donné. Il disait aussitôt que tu abordes ces sujets-là, automatiquement, ce qu'on te dit, c'est ah, mais monsieur, vous faites le jeu à l'époque du Front National. Donc, dans le fond, en parlant de ces sujets-là, vous cautionnez des gens qui ne sont pas respectables. Mais moi, je suis assez d'accord avec Harper là-dessus. Non, non, c'est plutôt quand tu ne parles pas de ces sujets-là, que tu refuses de leur apporter ta solution ou une vision que toi, tu penses justifier, ben, tu leur laisses tout le chemin d'occuper le terrain sur cette question-là et eux vont proposer des solutions qui ne sont peut-être pas les bonnes, mais ils vont en proposer pendant que toi, tu fais semblant que le problème n'existe pas ou que la solution ou qu'il n'y a pas d'enjeu relatif à ça. C'est un peu comme la question de l'écologie. Si tu n'as personne de raisonné et raisonnable qui propose des mesures environnementales intelligentes qui sont compatibles avec notre modèle de société et qui peuvent pas être un chemin vers le chaos, ben, tu ouvres la porte à laisser tout le champ libre à des gens qui sont des extrémistes, des anticapitalistes, qu'eux, en réalité, vont instrumentaliser cette question-là pour faire avancer un agenda qui est anti-économie de marché, anti-libéral, autoritaire. Donc, moi, je pense que c'est plutôt vers là que j'irais. C'est quand tu abandonnes carrément des questions ou des problématiques, ben, tu laisses le chemin aux autres pour s'en emparer. Puis un coup qu'ils vont s'en avoir emparé, ben, les gens vont dire, mais eux, ils ne sont pas crédibles. Ça fait 40 ans qu'ils disent que ça n'existe pas ou qu'ils nient l'existence de ce problème ou de cette question-là. Je te dirais que ce que tu dis me fait penser à la différence entre le de juré et le de facto de la démocratie libérale. Dans les débats, puis là, je vais comme faire une petite aparté pour comme illustrer le point, là. Quand on parlait de est-ce que Twitter devrait bannir Donald Trump, puis tu avais beaucoup de libéraux qui disaient c'est une plateforme privée, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur propriété. Mon idée, c'est que oui, absolument. Sur de papier, oui. Mais de facto, je pense que c'est une mauvaise idée, pas parce que ça viole les principes légaux, institutionnels du libéralisme, mais ça viole l'esprit de pratique du libéralisme. Parce qu'un des esprits de pratique du libéralisme, c'est de traiter, les gens comme des égaux, des individus. Et donc, on doit répondre. Mais surtout, le libéralisme est quand même l'idéologie de la raison qui croit aux capacités fondamentales de l'être humain de faire usage de la raison. Pas de planifier la société, de faire usage de la raison. Ben, si tu décides de fermer la gueule de quelqu'un, même si tu en as légalement le droit, tu es en train de commettre l'espèce de péché de paresse de ne pas vivre tes principes et de les pratiquer au quotidien. Puis quand tu ignores
disons, des choses qui alimentent le populisme, et que tu te dis, ben, soit je vais me servir, tu sais, je vais les ignorer ou bien je vais ne pas essayer d'être sur mes gardes contre les choses qui sont illibérales, ou même je vais faire espoir que ça fasse juste passer. Au final, ce que tu es en train de faire, c'est leur laisser, comme tu as dit, un peu le terrain, le jeu libre pour eux de continuer d'essayer d'attaquer les institutions. Et surtout, si tu as l'air d'être hypocrite, eux vont se servir de ça contre ta légitimité, contre la légitimité des institutions libérales. C'est pour ça que tu entends souvent des gens à l'extrême gauche attaquer le système dans son ensemble qui produit des erreurs systémiques. Puis tu auras les gens de droite qui vont parler d'échec du système, de chaos, de plans contrôlés. Tu vas avoir... L'idée, c'est la non-pratique au quotidien du libéralisme. Même si tu restes dans le cadre légal de ça, que tu ne vis pas au plus grand idéal du libéralisme, de vivre en société, ben, au final, tu es en train d'alimenter les ennemis les ennemis illibéraux du système. Puis je pense que M. Harper, là-dessus, plus le temps passe, plus je pense que c'est le seul premier ministre. C'est le premier ministre le plus anti-populiste qu'on n'a jamais eu au Canada. Honnêtement, je dirais Philippe Couillard ex aequo. Je ne pense pas qu'il y a deux personnages plus anti-populistes que ces deux personnes-là. Les deux ont vraiment, je pense, la plus grande inélasticité à l'appel du populisme. C'est eux qui étaient les moins réactifs à ça et qui avaient probablement le plus pensé à comment éviter la chose. Oui, puis je pense qu'il y a comme il y a deux affaires qui sont à distinguer là-dedans parce que ça peut avoir de l'air très contradictoire, là, ce qu'on dit. C'est que, je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de faire des choses qui peuvent être populaires ou plaire à des gens. Ça ne veut pas dire populiste. Oui, mais j'ai de la misère à exprimer clairement ce que je veux dire, mais en gros, c'est parce que d'un certain côté, il y a des gens qui pourraient dire ce qu'un politicien comme Bruno Marchand raconte, en fait, c'est très élitiste, donc c'est anti-populiste, fait que c'est parfait. Parce que lui, il veut faire l'inverse de ce que les citoyens veulent en imposant toutes sortes de normes un peu farfelues avec des espèces d'ingénierie urbaniste, là, on crée la ville du futur, puis tout ça. Moi, je dis pas que faire ce que la majorité des gens veut, c'est mal. Au contraire, c'est en général, dans la majorité des sphères, là, ça s'appelle la démocratie. En tout cas, moi, ce que dans ma tête, je cerne par ce qu'on appelle faire ça de manière populiste, c'est lorsque tu cibles, par exemple, des droits civiques ou des droits fondamentaux que tu vas violer pour faire plaisir à des gens que ça ne concerne pas. Ça, c'est, tu sais, dire aux gens, on va faire tel projet dans votre ville, même si vous n'en voulez pas, on le fait pareil parce qu'on est des bonnes personnes, vous êtes tous des cons. Ça, c'est pas de l'élitisme. Mais en fait, c'est pas être anti-populiste, c'est être idéologue, être enfermé dans une vision qui est contraire à celle de la majorité. Mais c'est vrai que sur certains points fondamentaux. C'est pour ça que la démocratie, c'est pas juste la tyrannie de la majorité, c'est la volonté de la majorité à encadrer par des normes qui sont la Constitution, les chartes des droits et libertés pour que quand on arrive pour brimer des droits fondamentaux, ben on ne puisse pas juste dire « Ah, ouais, mais les gens le veulent. » Ouais, mais même si les gens veulent qu'on prenne telle personne et on la brûle sur la place publique, on ne devrait pas pouvoir le faire. Parce que ça, c'est pas une question qui concerne la majorité. C'est pas comme une piste cyclable ou un pont. Vous comprenez? C'est là, on est dans là. Moi, je pense, c'est là que je fais la démarcation entre les deux. C'est-à-dire qu'un politicien peut très bien faire essayer de faire le plus possible ce que la population l'a mandaté pour faire, c'est-à-dire des projets qui sont populaires dans la population. 70% des gens sont d'accord avec ça. 55% des gens sont d'accord avec ça. C'est peut-être pas dans l'absolu la meilleure chose à faire, mais je pense que c'est démocratique de faire ça. Ce qui est antidémocratique, c'est de dire «
ah, ben, les Québécois, là, ils sont d'accord avec ça, faire interdire, par exemple, des événements pro-vie quelque part. Donc, c'est démocratique. Fait qu'on prend ces gens-là, on les fout dehors du lobby. Puis, parfait, c'était légal, c'est moral ce qu'on fait. Non, si tu es dans une démocratie, puis tu considères que la liberté d'expression, la liberté de gens de se regrouper, de tenir un meeting, s'ils nuisent pas, puis ils font pas de mal à personne, je pense que ça ne doit pas être brimé. L'exemple de Trump était bon aussi là-dessus. Est-ce que c'est légal qu'une plateforme privée bannisse quelqu'un? Je pense que oui. Est-ce que c'est moral ou fondé de le faire? Ça, c'est peut-être une autre question. C'est-à-dire que là, et tu dis, bon, il y a quand même quelqu'un qui représente au bas mot, dans les pires sondages, représente au moins 35-40 des gens dans la population. Est-ce que empêcher cette personne-là de s'exprimer, c'est vraiment moral ou en tout cas, est-ce que c'est fondé de le faire? Ça, c'est une autre question, même si tu as le Ouais. droit de le faire. Ouais. Ben écoute, je vais ajouter une phrase, puis je pense que ça va résumer ce que tu essayais de dire dans une phrase. Là. C'était Calvin Coolidge, qui est probablement le meilleur président que les États-Unis ont eu, mon préféré. L'homme qui était, qu'on décrivait comme étant activement inactif, donc il faisait beaucoup d'efforts pour ne rien faire. C'était un plan délibéré de ne rien faire. Et il avait la phrase suivante: A man with the law on his side is a majority. Et ce qu'il essayait de dire par ça, là, c'est pas comme une législation, il parle de loi comme droit de propriété, comme chose comme ça. A man with the law by his side is a majority. Donc, tu peux avoir 100 000 personnes qui votent pour prendre ma maison, mais mon droit naturel, natural law, est de mon bord. Vous ne pouvez pas me déposséder de ma propriété pour vous la partager entre vous. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc, par moi-même, je suis une majorité. C'est ça l'idée de la phrase Parce qu'il y a des trucs, effectivement, puis on pourrait prendre des exemples très concrets qu'on voit dans plusieurs pays qui sont pourtant des démocraties libérales, mais l'idée, par exemple, de dire, écoutez, il y a un problème de logement, on désigne un bouc émissaire qui est l'investisseur étranger ou le propriétaire de Airbnb. C'est qui ça, le propriétaire de Airbnb? C'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques, c'est des gens comme ça, on ne sait pas leur nom, on ne les connaît pas, il n'y a pas de liste nécessairement. Et ces gens-là, ben, on va aller jouer dans leur droit de propriété. On va aller leur dire, ta maison, ton appartement, tu penses que tu as le droit de le louer, tu penses que tu as le droit de le mettre sur Internet pour que des gens puissent l'utiliser pendant que toi, tu t'en sers pas. Mais nous, on te retire ce droit-là. Pourquoi? Pour faire plaisir à des gens qui sont à juste titre frustrés d'avoir de la misère à se trouver un logement. Et tout ça étant, le but de ça, c'est quoi? C'est d'ouvrir la marmite, de souffler sur la vapeur d'eau qui est en train de déborder du chaudron, puis de remettre le couvercle dessus. Là. Ouais. Et ça en est du populisme qui est fait par des gouvernements qui supposément ne le sont pas du tout. Oui, mais les gouvernements qui essayent de mettre le couvercle sur la marmite finissent toujours par. À un moment donné, quand l'eau bouille et tu as des pâtes dans le pot, quand est-ce que ça n'a pas fini par Non, ça finit déborder? toujours par bouillir. Là. Ça finit toujours par faire un dégât. Il n'y a pas d'autre manière que ça. Puis encore une fois, on va tapocher sur la France un peu. Mais la France, là, les gens, ils pensent la France une belle. Hey, ils sont super actifs, ils se parlent tout le temps, c'est des intellos. La France est la place en Europe qui réglemente probablement le plus le débat en société. Tu as l'ARCOM qui réglemente les temps de parole des candidats. Tu as l'audiovisuel public qui a certaines règles de contenu. Le ministère de l'Intérieur a le droit de dissoudre certains groupes selon certains critères. Et il y a des discours qui sont interdits sur la place publique. On l'a vu récemment, excuse-moi de te couper, là, mais on l'a vu récemment avec l'histoire de CNews où ils ont fait venir les propriétaires de la chaîne de télé pour dire là, on a calculé ça. Là, et dans les temps de parole, vous avez donné, mettons, 39 du temps de parole à des gens de gauche et 60 et quelques pourcents à des gens de droite, puis juste tant de pourcents à des gens du centre. Puis là, c'est pas équitable. Fait que là, il faudrait qu'il y ait 50 de un, 50 de l'autre. Là, tu te dis, bon, mais un média libre qui fait ce qu'il veut, ça vous dérange, ça vous intéresse non, pas, ça? Non, non. Puis dans la conversation, j'ai parlé avec des collègues français sur ça. Y a-t-il quelqu'un en France qui a comme levé l'objection à l'idée que ces trucs-là existent, qui existent? En fait, quand même, la prémisse de la conversation, que le législateur a le droit
un droit de regard sur le contenu. Sur le contenu, notamment des contenus qui sont. Dans le temps de l'audiovisuel, quand tu avais les encans de spectre, mais aujourd'hui, avec la télé, avec tout ce qui est en ligne, c'est carrément rendu trivial. C'est surtout que tu es dans le règne de l'arbitraire aussi. Là. Exactement. Tu es dans le règne de l'arbitraire parce que eux, mettons, là, ils vont dire ouais, mais on a fait venir hier, on va dire, je sais pas moi, Éric Nolot ou Michel Onfray. Eux, ils se considèrent comme des gars de gauche. Mais les gens de gauche pensent qu'eux autres sont rendus d'extrême droite. Fait que là, tu te dis, ouais, mais tes calculs comment, ces gens-là? C'est pour ça que ces genres de règles-là amènent à du délire et de l'arbitraire parce que c'est là, tu es rendu à jouer dans comment les gens se perçoivent politiquement par rapport à leur propre... C'est un pur délire. Là. Oui, puis en plus, il y a deux comme effets pervers. Le premier, c'est que, par exemple, Éric Zemmour est constamment, et soyons clairs pour les gens qui ne comprennent pas, il n'y a personne ici qui tripe sur Éric Zemmour. Okay? Je déteste Éric Zemmour à n'en plus finir. C'est un des personnages les plus méprisables de la place politique française. Maintenant que j'ai dit ça pour les gens qui ne comprennent pas, Éric Zemmour, chaque fois qu'il se fait attaquer d'incitation à la haine raciale ou tout ça, les gens de gauche deviennent paresseux parce qu'ils arrêtent de répondre à ces arguments. Ils arrêtent d'essayer de l'attaquer sur le fond. Il se dit, j'ai maintenant la grande accusation de pouvoir dire que tu es un raciste et la conversation, pour moi, se termine ici. Donc, vous devenez intellectuellement paresseux avec ça. D'autre part, l'autre partie, c'est que l'autre peut se dire victime. Ça fait 100 fois qu'on le dit dans cette émission-là. Quand tu laisses l'État décider c'est qui, il y en a un qui va se dire une victime et qui va pouvoir, après ça, se présenter comme un martyr. C'est donc bien dur d'être chroniqueur à 55 places en même temps, puis de faire un demi-million d'euros par année. C'est tellement dur, ma vie. Mais au final, il a gagné de la sympathie. Fait qu'il n'y a aucune manière que tu gagnes en essayant de mettre le couvercle sur la marmite. C'est mieux de ne pas réglementer aucun aspect de la conversation et de nous prendre la charge de ce que c'est d'être libéral, comme on dit il y a une couple de minutes, et de répondre aux populistes point par point, d'y aller sur le factuel, pas sur la paresse intellectuelle, des petits clichés génériques, poches que tu entends quotidiennement sur des chaînes de télé, du réchauffé intellectuel, du Michelina intellectuel, et je cible une personne en particulier ici. Tu ne gagnes pas la bataille contre les populistes, contre les extrêmes, contre les gens qui sont fondamentalement illibéraux. C'est uniquement le meilleur des outils. Je ne dis pas qu'il fonctionne toujours, mais le seul des outils qui fonctionne bien, c'est la pratique rigoureuse des principes libéraux dans la conversation. Là. Absolument. Ben écoute, je trouve que ça termine bien la conversation. Pas de Patreon cette semaine. Exceptionnellement, il n'y aura pas de Patreon parce que. Deux exceptions en 3 semaines. Il faudrait qu'on fasse. Ouais, ben c'est parce que c'est ça. Mais on fera un Q&A bientôt, donc les gens pourront poser leurs questions. Commencez à vous préparer. Peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine. Si, Joe Biden. c'est ça. I like ice cream. We finally beat Medicare. Donc, c'est ça. Préparez-vous tranquillement. On va faire les questions la semaine prochaine et on sera de retour avec un format plus régulier. Sur ce, merci Vincent d'avoir été là. Merci à tout le monde et on se reparle bientôt.